Mesdames, Messieurs, je vais vous faire un bilan des négociations qui se sont tenues à Deva, c'est la commune de Bourail. Comme vous le savez, à la demande du Premier ministre François Bayrou, nous avons ouvert avec le conseiller spécial du Premier ministre, Éric Thiers, depuis février dernier, avec mon équipe et plus particulièrement Charles Trottmann et Léonore Guilhem, un ensemble de discussions avec les forces politiques calédoniennes sous différents formats à Paris et à Nouméa. Les parties prenantes ont mené ces discussions selon une méthode fondée sur le dialogue, l'écoute mutuelle, la transparence et le respect. Elles ont pris la forme de réunions bilatérales ou plénières, d'ateliers plus techniques aussi, consacrés notamment au droit à l'autodétermination, aux compétences régaliennes, à la loi fondamentale dont la Calédonie pourrait se doter, à la citoyenneté et au corps électoral, aux provinces et à leurs compétences, pouvoir fiscal, sécurité, des transferts de compétences, à la clé de répartition entre provinces, aux institutions calédoniennes et plus généralement aux projets de société et notamment aux questions économiques et sociales. Un premier document d'orientation a été présenté à Nouméa le 28 février dernier à l'ensemble des parties, abordant entre autres l'autodétermination et le lien avec la France, la citoyenneté et le corps électoral, la gouvernance et les institutions calédoniennes. Puis le 30 mars dernier, toujours à Nouméa, nous avons proposé, avec Éric Thiers, un projet d'accord politique sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie à la discussion, revenant sur les différents points discutés à partir du document d'orientation. Aucune piste n'était écartée. Plusieurs scénarios avaient été mis sur la table, notamment celui d'une trajectoire avec une durée à déterminer, poursuivant l'accord de Nouméa et se concluant par un référendum de projet. Toutes les pistes avaient été mises sur la table. Ce document a fait l'objet d'échanges à Nouméa, puis en visioconférence tout au long du mois d'avril, et chacun d'ailleurs a salué ce travail exceptionnel sur le fond et sur le plan technique. Une déclaration commune récapitulant les différentes étapes de la discussion et fixant l'ambition d'un aboutissement à un accord global a été publiée le 1er avril 2025 avec l'assentiment de toutes les parties présentes. Comme nous l'avions annoncé avec le conseiller spécial, nous avons pris nos responsabilités et posé, à l'occasion de ce nouveau déplacement, un projet sur la table, en conscience et sachant qu'il susciterait évidemment des réactions. Car, quelle était l'autre solution ? Poursuivre avec une méthode qui ne permettait pas d'aller au fond. Comme je vous l'ai dit il y a un instant, nous avions déjà examiné d'autres hypothèses, comme celle de la trajectoire, mais elles ne permettaient pas de dépasser les divergences. Et soyons francs, ces discussions, ces projets, ces voies possibles font déjà l'objet de nombreuses discussions depuis des années, et plus particulièrement depuis le 3e référendum et ses suites. Nous avons essayé de relever les défis de la mise en œuvre de l'autodétermination et de la fin du processus de décolonisation. Je l'avais dit dès le début, tout en intégrant évidemment les résultats des 3 référendums. Cela a permis, le fait de mettre un projet sur la table, une proposition, cela a permis, et c'était déjà une avancée majeure, que tout le monde soit autour de la table, pas seulement pour discuter, mais pour négocier. Je veux vous dire que 2 projets ont été examinés en profondeur lors du conclave qui s'est tenu du 5 au 7 mai 2025 à Deva. L'un fondé sur une souveraineté avec la France, que nous avons présenté avec le conseiller spécial du Premier ministre, l'autre basé sur le fédéralisme au sein de la République française. Toutefois, aucun projet n'a pu recueillir de consensus. Le débat s'est poursuivi de manière respectueuse pour tenter de rapprocher les points de vue, instaurant un niveau de dialogue
qui n'avait pas eu lieu depuis longtemps. Le projet des loyalistes et du rassemblement mettait en cause, à nos yeux, l'unité et l'indivisibilité de la Nouvelle-Calédonie, protégée, je le rappelle, par l'accord de Nouméa et notre Constitution, à travers un projet de partition de fait, avec la mise en place progressive des conditions d'un partenariat ou d'un statut associé pour les régions nord et des îles, et d'un système fédéral pour la région sud redécoupée. Ce système reposerait sur un fédéralisme et une souveraineté interne asymétrique. C'est pour cela que nous ne pouvions pas l'accepter, même si nous en avons évidemment discuté au fond. Celui que nous avons défendu, quoi qu'il arrive, reste et restera une base précieuse qui, je n'en doute pas, sera utile dans l'avenir, à travers la souveraineté avec la France, qui pourrait se traduire par un transfert et une délégation immédiate des compétences régaliennes à la Nouvelle-Calédonie, défense, sécurité, monnaie, justice, même s'il y a déjà évidemment dans un certain nombre de ces domaines beaucoup de coopération déjà, l'instauration d'une double nationalité, française de droit et calédonienne, c'est des sujets que nous avons abordés dans les différents ateliers et réunions depuis plusieurs mois, l'établissement d'un statut international, tout cela à l'issue d'un délai à déterminer et à négocier. Ancré dans la Constitution française. Ancré dans la Constitution française. Notre proposition permettait de garder un lien structurel, solide et pérenne entre la France et la Nouvelle-Calédonie, et de régler le dossier du corps électoral, à travers la citoyenneté, la question du droit à l'autodétermination, réglée par ce projet, et de sortir du processus de décolonisation, et donc de la liste des territoires à décoloniser, liste des Nations Unies. Face aux évolutions du monde et de la France, cette solution offrait garantie et protection durablement à tous les Calédoniens. Il était en soi un compromis fructueux qui permettait à chacun de voir ses aspirations et ses intérêts respectés. J'avais dit qu'entre ces différentes aspirations, il était évidemment difficile de trouver un compromis. Compromis entre ses aspirations et ses intérêts respectés donc, et de fermer une étape et de se tourner résolument vers l'avenir tant il y a à faire. La paix, c'est la négociation, c'est le courage de céder sur certains points au nom d'un objectif plus essentiel, le courage de transformer l'ennemi en interlocuteur, c'est ce que disait Michel Rocard. Un accord était donc possible sur cette base. Il n'a pas eu lieu. Cependant, des points de convergence ont été identifiés qui ne pourraient trouver cependant leur traduction, pour la plupart, que dans le cadre d'un accord global. Mais je vais vous les énumérer pour que vous preniez bien, que vous intégrez bien le fait que nous avons, depuis plusieurs mois, avancé. Le renforcement de l'exercice de la compétence en matière de relations internationales, notamment dans l'espace régional et dans le champ de la coopération économique, dans le respect des intérêts fondamentaux de la République française et en dehors du domaine des accords de défense et de sécurité. La compétence en matière de sécurité qui pourrait faire l'objet d'un partage pour mieux adapter son exercice aux réalités locales, tant à l'échelle provinciale, par exemple à travers une police provinciale, que dans les tribus et les districts, à travers une police coutumière. C'est vrai aussi pour le renforcement progressif des capacités d'expertise et d'action dans les domaines régaliens, notamment par la formation et la montée en compétence des cadres calédoniens, civils et militaires, issus des concours de la fonction publique. Et vous savez aussi, par ailleurs, l'attachement
au régiment de service militaire adapté qu'il faut davantage développer. La capacité d'auto-organisation, autre sujet lourd de la Nouvelle-Calédonie, qui pourrait être consacrée par une loi fondamentale qui viendrait s'insérer au titre 13 de la Constitution française, affirmant ainsi, un peu technique, la compétence de l'archipel. Elle reposerait sur un bloc hiérarchisé de normes constitutionnelles, organiques et locales, constitué de 3 piliers, la Constitution, la loi organique, la loi du pays organique. Le pouvoir fiscal des provinces, qui a fait l'objet de beaucoup de réunions techniques, qui serait renforcé dans une logique de conciliation, nous l'avions dit dès le début, dans les grands principes affirmés, entre différenciation et solidarité, en les confortant comme échelon clé du développement économique et de la lutte contre les inégalités, avec un transfert à leur bénéfice du pouvoir réglementaire en matière fiscale. Je pense aussi au mécanisme de transfert des compétences qui pourrait être institué en s'inspirant des principes posés par l'article 47 de la loi organique, afin de permettre aux provinces de réglementer et de gérer pleinement l'ensemble des compétences relevant de la Nouvelle-Calédonie, à l'exception de celles qui, par leur nature, doivent nécessairement relever de la compétence du gouvernement. Le Congrès, nous en avons discuté aussi, il pourrait devenir le Parlement de la Nouvelle-Calédonie, composé de 54 membres. La répartition des sièges en tout état de cause, au-delà des chiffres, entre les provinces évoluerait afin de mieux refléter les dynamiques démographiques, tout en préservant les équilibres institutionnels qui existent depuis 88 et surtout 98. La mise en œuvre des recommandations du rapport de la mission d'évaluation du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, rendu par la Commission internationale d'experts indépendants, présidée par l'ancien président du Conseil italien, Enrico Letta, le 25 août 2023, avec notamment la proposition de créer un défenseur des droits qui serait reprise et intégrée à la loi fondamentale. Les membres du Congrès ne siégeraient plus dans les assemblées de province. Le maintien du caractère collégial et proportionnel du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, avec un nombre de membres plafonné à 11. Les membres seraient désignés ministres. Son président serait élu directement par le Congrès et pourrait nommer directement 3 membres. Ce gouvernement serait élu par le Congrès à la proportionnelle des groupes politiques. La vice-présidence resterait réservée à l'opposition. La compétence réglementaire serait entièrement attribuée au gouvernement. Les communes pourraient voir leurs compétences et leur autonomie renforcées, notamment en matière d'urbanisme et de fiscalité locale. La révision du Fonds international de péréquation et le développement de l'intercommunalité seraient engagés. Sur tous ces sujets, je l'oublie peut-être, il y a des avancées. Je répète, évidemment, ils ne peuvent s'intégrer que dans un accord global, mais ce sont des acquis précieux pour la suite. Les travaux de ces derniers mois ont permis de renforcer le capital de propositions, mais qui peuvent être mises en œuvre et qui montrent qu'il y a heureusement de nombreux points de convergence. J'ai donc proposé aux partenaires de poursuivre nos travaux au sein d'un comité de suivi. Ainsi, les avancées constatées, je viens de le dire, ne seront pas perdues. Elles nourriront les futurs travaux qui ne manqueront pas d'avoir lieu avec l'État et entre partenaires politiques. Rien n'empêche que les partenaires politiques, ici, puissent travailler et avancer. Ils le feront. Et nous pourrons ainsi examiner les prochaines étapes possibles. Et vous le savez, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, une mission interministérielle sous l'autorité du Premier ministre sera placée à mes côtés pour coordonner l'ensemble de l'action de l'État pour la Nouvelle-Calédonie. S'y insère, par exemple, ce qu'on a appelé la mission menée par Emmanuel Moulin. Je rappelle de ce point de vue-là que plus de 3 milliards d'euros ont été engagés pour la Nouvelle-Calédonie en 2024. 1,7 milliard d'euros pour les transferts annuels de droit commun. 350 millions de dépenses de crise civile et militaire. 350 millions d'euros pour le soutien à la filière nickel. 600 millions de soutien exceptionnel pour les entreprises et les collectivités. Cela représente plus de 30% du produit intérieur brut du territoire, soit près de 1 000 euros par mois et par Calédonien. C'est 50% de plus que la dépense moyenne par habitant des autres territoires d'outre-mer, alors que la Nouvelle-Calédonie dispose, elle, de cette autonomie fiscale. En 2025, ce soutien se poursuivra à un niveau comparable. Et ce serait poursuivi et se poursuivra avec un statut ou sans statut nouveau. C'est un effort exceptionnel que l'État réalise et qui devait être rappelé. Cependant,
nous devons constater donc avec franchise qu'aucun accord n'a été conclu, ce qui ne permet pas de régler notamment la question de la composition du corps électoral et celle de l'exercice du droit à l'autodétermination, ce qui ne permet pas de stabiliser surtout la Nouvelle-Calédonie pour les mois qui viennent. Le gouvernement devra examiner le projet de convocation et d'organisation des élections provinciales conformément au cadre juridique actuellement en vigueur à travers la loi organique 2024-1026 du 15 novembre 2024 visant à reporter le renouvellement général des membres du Congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie. Il appartiendra au Premier ministre et au ministre de l'Intérieur de prendre les décisions qui s'imposent. J'ai dit, il y a quelques jours, je vous ai dit que s'il n'y avait pas d'accord, le chaos était possible. Je crois sincèrement, et je ne suis pas le seul, je l'ai entendu hier de la part des responsables politiques, que le vide laissé par l'absence d'un compromis est lourd de menaces. Il y avait beaucoup d'espoir chez les Calédoniens dans les conclusions de nos discussions. Je sais leur déception et leur inquiétude. À l'occasion de ce nouveau déplacement, nous avons là aussi été à la rencontre des Calédoniens. Vous nous avez suivis et je vous en remercie. Et depuis d'ailleurs plusieurs mois, nous avons rencontré beaucoup de ces Calédoniens, même si nous n'avons pas la prétention de les connaître tous et de percevoir toutes leurs aspirations. Mais il y avait cela. Il y avait cela à chaque fois. Trouver une solution. Nous avons besoin de paix pour reconstruire le pays. La tenue des prochaines élections provinciales dans ce contexte peut amener à la radicalisation des prises de position et des discours, vous le savez. J'invite chacun à la retenue, surtout ces jours-ci, mais au-delà. Les braises sont toujours là. Mais pour ce qui nous concerne, pour ce qui concerne le gouvernement, nous ne pourrons jamais nous résoudre à une spirale destructrice. Je continue et je continuerai à œuvrer pour éviter le retour de la violence, faciliter le dialogue et trouver les bonnes solutions. J'ai invité tous les partenaires politiques et les forces économiques et sociales à s'engager avec l'État pour la paix, le dialogue et la reconstruction. Chacun doit être conscient de la gravité de la crise. Les chiffres que je viens de rappeler sur le plan financier l'attestent, que traverse la Nouvelle-Calédonie, notamment depuis le 13 mai 2024. Notre visite au Médipôle était de ce point de vue-là édifiant. Le nombre de SDF à Nouméa est un autre signe inquiétant. La fin du chômage partiel dans quelques semaines, fin juin, est une date périlleuse, etc. Chacun doit être conscient de cette crise, de la gravité, de son ampleur. Évidemment, de l'impératif de restaurer la confiance entre les populations. Je les ai appelés donc, à travailler autour de 6 engagements structurants. Et je ne doute pas de leur disponibilité. D'abord, c'est vraiment de la responsabilité des Calédoniens d'essayer de rebâtir un projet de société avec la société civile autour de grandes priorités partagées, et notamment avec la question centrale de la jeunesse, qui va mal, de l'éducation, de la santé, je viens d'en dire un mot, désert médical qui se déploie, et notamment dans le Nord, mais pas seulement, grandes difficultés aussi dans le Sud et évidemment dans les îles. Défis climatiques, égalité femmes-hommes, lutte contre les violences, mémoire, culture, logement social, transport, sport, vieillesse, foncier. Ces questions-là doivent être prises à bras-le-corps. Ce sont des compétences, même si l'État peut aider, ce que nous faisons par exemple dans le domaine de la santé, du gouvernement, des institutions calédoniennes. Mais au-delà, c'est à la société calédonienne qui doit s'emparer, notamment quand il y a les échéances électorales. Deuxième engagement que nous proposons, un plan de réforme des administrations et des politiques publiques, afin de moderniser les institutions, renforcer leur efficacité, rétablir l'équilibre financier et clarifier la répartition des compétences entre les collectivités. Nous aidons les collectivités qui sont en difficulté, les mairies, parce qu'elles font face aux destructions que vous connaissez, notamment au niveau du Grand Nouméa. 200 millions d'euros ont été mis sur la table pour ces reconstructions. Nous soutenons les efforts de redressement financier, par exemple,
de la province des îles et de son président qui, avec courage, a décidé de reconstruire son bilan financier après ce qu'il a trouvé. Donc sur ces sujets-là, il y a besoin de réformes. Troisième engagement, un plan de consolidation des finances publiques calédoniennes, destiné à restaurer la soutenabilité des équilibres et à dégager des marges de manœuvre, en réalisant les réformes indispensables et urgentes sur lesquelles les institutions calédoniennes devront désormais s'engager sans délai. Il ne peut pas y avoir ce soutien de l'État sans qu'il y ait des réformes. Il est temps qu'elles soient mises en œuvre. Il est temps qu'elles soient mises en œuvre et je sais que le président Alcide Ponga y est prêt. Mais tout le monde doit le faire. Car la soutenabilité de l'aide financière, elle peut être un moment questionnée. Un plan de transformation, quatrième engagement, de la filière nickel pour redéfinir une stratégie industrielle et énergétique à long terme. Nous y travaillons, parfois discrètement, en lien avec les industriels, les collectivités, le gouvernement, principalement les provinces sud et nord, et les partenaires sociaux. La stabilité et le calme sont cependant nécessaires pour attirer et rassurer les investisseurs. Un plan de diversification serait le cinquième engagement et d'attractivité de l'économie calédonienne et de lutte contre la vie chère, axé sur des secteurs stratégiques, mais nous en avons parlé tellement de fois, je l'ai dit devant les acteurs économiques lors de mon premier déplacement, économie verte, économie bleue, économie sociale et solidaire, tourisme, économie numérique, recherche, autosuffisance alimentaire, énergétique, etc. Ce plan pourrait également identifier les équipements structurants nécessaires pour le territoire. Et puis, sixième engagement, ferme en faveur de l'état de droit, des principes démocratiques, ainsi que de la sécurité des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire. Vous connaissez, comme moi, les préoccupations des Calédoniens. Je fais entièrement confiance, je le remercie d'avoir pris avec beaucoup d'énergie sa nouvelle responsabilité, au nouveau commissaire, Jacques Billan, et aux forces de sécurité intérieure, ainsi qu'à la justice, ainsi qu'aux magistrats, pour assurer cette mission essentielle. Le haut-commissaire était déjà, vous l'avez suivi, sur le terrain hier soir avec le procureur de la République et, y compris sur les menaces, je l'en remercie, il ne laissera rien passer. La France, nous l'avons déjà dit, protégera tous les Calédoniens sans exception. Mesdames, Messieurs, j'aime la Nouvelle-Calédonie, je la connais bien, car sans la connaître, on ne peut pas avancer. Et sans se connaître, c'est difficile de conclure des accords, sans essayer de se comprendre, en tout cas. Churchill disait « Un peuple qui oublie son passé n'a pas d'avenir ». Et n'oublions donc jamais les principes du magnifique préambule de l'accord de Nouméa qui doit tant à Lionel Jospin. C'est en nous appuyant sur cette histoire partagée que nous construirons, mais que les Calédoniens construiront d'abord, malgré les difficultés aujourd'hui, et malgré l'absence de compromis ou d'accord, ce destin commun dans lequel je crois toujours profondément. Voilà les éléments que je souhaitais vous donner, et évidemment, en sachant que nous avons quelques délais pour le retour à respecter, que je répondrai avec plaisir à vos questions, et sachez que le travail accompli jusqu'à maintenant a été passionnant, a été utile, et que même si j'aurais souhaité évidemment un compromis, cela n'enlève rien à notre énergie et au fait que je suis convaincu que nous devons toujours œuvrer pour que la Nouvelle-Calédonie puisse dégager cet horizon qui est indispensable. Monsieur le ministre, accord il n'y a pas eu. Est-ce que vous craignez des violences ou des débordements autour du 13 mai ou quelques jours avant, quelques jours après? Est-ce que c'est une menace qui vous inquiète, ça, des manifestations de colère ou en tout cas des débordements d'un point de vue de trouble à l'ordre public? C'est toujours possible. Nous rentrons dans des phases difficiles. Le haut-commissaire est particulièrement mobilisé avec les forces de sécurité intérieure. Il prend les dispositions qui s'imposent et qui n'ont pas besoin d'être particulièrement rappelées aujourd'hui. J'ai lu, j'entends aussi des appels au calme dans ces moments-là. Donc maintenant, comme dans la perspective des élections provinciales
quelle que soit la date fixée précisément. Oui, il faut du calme, il faut maîtriser aussi la situation sociale, qui évidemment est inquiétante, d'où le fait que l'État est là. J'entends dire parfois, mais la Nouvelle-Calédonie est abandonnée ou va être abandonnée par l'État. 20 escadrons de gendarmerie, sans compter les policiers et les unités d'élite. Un effort exceptionnel pour le nickel, qui est un minerai stratégique qui lierait la France, ses entreprises, l'Europe sans doute, pour des décennies. Et les soutiens financiers que j'ai évoqués. Donc, il faut être vigilant, il ne faut pas être naïf. Il peut y avoir des individus ou des forces qui ont intérêt à ce que les choses basculent, mais moi je crois que l'immense majorité, non seulement des Calédoniens, ça va de soi, le choc est là, les traces sont là. J'étais très marqué avec Héritière et le secrétaire général du commissariat, M. Alfonsi, qui nous accompagnait, par les enquêtes qui ont été réalisées dans le personnel médical, le nombre de personnes qui sont parties ou qui peuvent partir, pour deux raisons, à cause des problèmes d'insécurité, ce qu'ils avaient vécu l'année dernière, mais aussi à cause de l'instabilité politique. Donc tout cela joue énormément, y compris sur l'activité économique ou sur la protection sanitaire que l'on doit aux Calédoniens. Oui. Alors, moi je ne peux pas prendre ce type de décision ici. Le Conseil d'État avait donné un certain nombre d'indications. Une loi organique a été votée par l'Assemblée nationale et le Sénat, à la suite, je crois, d'une initiative du sénateur Patrick Caner. Les élus eux-mêmes disent qu'on est au bout de quelque chose. C'est-à-dire ici, on ne peut pas continuer à prolonger ces instances. Donc chacun est d'accord sur le fait que maintenant, et puis comme il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de raison de reporter au-delà. Bon, donc je ne vais pas rentrer dans la technique, mais j'ai compris qu'il faut quand même plusieurs mois avant d'organiser ces provinciales, mais elles étaient prévues, l'indication était au mois de novembre, mais je vais en rapporter au ministre de l'Intérieur, évidemment au chef du gouvernement, quant au corps électoral. Les initiatives parlementaires peuvent être prises. Voilà, ça c'est du droit de tout le monde. Je peux comprendre l'attente de tous ceux et de toutes celles qui ne pourraient pas voter à ces élections provinciales et qui, en cas d'accord, auraient pu, sur des bases que chacun peut avoir en tête, voter. C'est le cas. Mais je crois qu'il faut avoir à l'esprit, tout ce que je peux dire, les leçons de ce qui s'est passé le 13 mai et pourquoi il y a eu le 13 mai. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Le projet du gouvernement, celui que nous avons présenté avec Héritière, était, je pense, un compromis. Peut-être que les esprits n'étaient pas assez mûrs. Peut-être que les positions étaient encore trop lointaines. Sans doute qu'y compris, et je ne vise personne, parce que c'est vrai sur l'ensemble de l'échiquier politique, quand on sort de cette période, depuis le 13 mai, les prises de position, elles sont plus rudes, plus radicalisées, je le disais tout à l'heure, plus radicales, et c'est difficile ensuite de convaincre des militants qu'on a chauffés. Et ça, c'est la vie politique, et c'est comme ça. Donc du coup, c'était difficile. Et pourtant, vous savez, quand on propose, et nous n'avons jamais utilisé ce mot, une forme d'État associé ou de partenariat pour les îles et pour le nord de la Calédonie, avec un redécoupage du sud, on utilise le mot État associé que nous n'avons jamais utilisé, où on parle d'État fédéral. Cette proposition des loyalistes et du Rassemblement a été faite de manière sérieuse, intelligente, elle méritait d'être écoutée. Et fondamentalement, on voit bien qu'au-delà de la question de ce que cela pourrait représenter comme déséquilibre pour la Calédonie, qu'il y a des points qui pourraient être rapprochés. Bon, donc, ce que je crois, c'est que cette proposition, elle est là, et elle reste. Et je pense qu'un jour, ça sera la solution.
Parce que formations indépendantistes, évidemment, je ne parlerai pas en leur nom, elles aussi ont bougé, ont fait des pas. Bon. Voilà, il faut que les esprits mûrissent. Elle est là, et si chacun en a conscience qu'à un moment ou l'autre, il faudra trouver une solution, malgré un calendrier que chacun a rappelé, hein, complexe, provincial, municipal, élection présidentielle en 2027, tout ça. Mais voilà, j'aurais aimé que ça marche. J'étais lucide, hein, je savais que ça serait extrêmement difficile. Mais nous avons quand même avancé. Je dis tout ça vraiment très sincèrement, et c'est un message que j'adresse aux habitants de la Nouvelle-Calédonie, à ses habitants, à ses citoyens, en leur disant, à travers vous, et je vous en remercie, il ne faut pas désespérer. L'État est là en matière, sur le plan économique, sur le plan de la sécurité, sur le plan de la défense, sur le plan aussi des affaires étrangères. Nous l'avons vu avec tous les exercices Croix du Sud qui ont été de très grande qualité. J'ai rencontré l'ensemble des ambassadeurs de la France dans cette région. Elle est là pour soutenir la Calédonie. Il faudra faire évidemment des efforts du côté des institutions. Nous serons là pour permettre le redressement de la Calédonie et protéger les habitants. C'est aussi au fond ce message, même si je suis lucide, même si j'ai moi-même parlé de chaos, même si je suis inquiet du vide laissé par le compromis, c'est ce message que je veux faire passer, un message d'espoir, mais évidemment, moi aussi, je vis ça comme une déception. Mais moi, je repars ce soir. Et je pense évidemment aux habitants de la Nouvelle-Calédonie, à mes compatriotes qui peuvent être déçus ou inquiets. Madame. Monsieur le ministre, je voudrais rester sur ce projet que vous avez proposé. Vous dites qu'un accord était possible sur cette date. On a entendu les partisans de la France et les politiques nous dire qu'il s'agissait d'un projet d'indépendance d'association qui avait de la souveraineté, du transfert des compétences régaliennes. Vous qui connaissez la Calédonie, vous nous le répétez, est-ce que vous pensiez vraiment que vous alliez pouvoir faire accepter un tel projet, considéré comme une indépendance, après les trois référendums, de la part de vos interlocuteurs loyalistes? Non, je savais que ça allait être difficile. Et est-ce que vous n'avez pas fait une maladresse dans le projet lui-même? Est-ce qu'il ne fallait pas essayer d'aller un peu en deçà pour trouver un accord? Celui-là, apparemment, il ne passera pas. Ça fait des années qu'on fait des efforts, les uns et les autres, hein, qu'on cherche des solutions. Nous avons évidemment beaucoup traité, y compris cette proposition. Elle était dans le document du 30 mars. Elle était inscrite comme une des possibilités, parce qu'on les connaît toutes. Et puis il y a à la fois les 4 possibilités qui existent au niveau des Nations Unies, et il y a aussi les travaux de messieurs Courcial et Melin-Soukramanian, et il y en a bien d'autres, parce qu'il y a quand même de très grands spécialistes locaux, français et mondiaux de la Nouvelle-Calédonie. Non, aucune maladresse. C'est en conscience, avec beaucoup de volonté, que nous avons fait cette proposition. Et d'ailleurs, beaucoup de nos interlocuteurs, une chose ce sont les déclarations publiques, l'autre c'est le travail que nous menons, ont reconnu que, je ne vais pas parler en leur nom, qu'au moins nous étions clairs. On ne va pas dire courageux, le courage c'est autre chose, mais en tout cas clairs. Et que nous étions transparents en menant cette position. Beaucoup des positions qui sont parfois rejetées, elles sont ensuite adoptées plus tard. Quelques semaines avant 1988, ça n'a rien à voir. Hein. Jacques Lafleur demandait la dissolution du FLNKS. Donc, c'est sur tous ces sujets-là. Mais je reconnais, et je respecte en plus profondément les convictions. Vous m'entendrez, moi je ne rentrerai dans aucune polémique, qualifierai pas les gens, encore moins, ou les responsables politiques, car je respecte les convictions. J'ai déjà eu l'occasion de dire aux uns et aux autres que ces convictions, elles sont fortes, qu'il y a un autre sentiment qui anime beaucoup de Calédoniens, et donc que les responsables politiques relaient, c'est normal, nous en avions déjà parlé, qui est la peur qui a été ressentie, il n'y avait rien, la peur physique, la peur de destruction des biens matériels, donc c'est normal, c'était difficile, mais c'est un acte qui a été posé. L'autre compromis, un autre type de compromis, je l'ai évoqué, il n'était pas possible, puisqu'il faut traiter la question du droit à l'autodétermination, du processus, sortie du processus de décolonisation, de l'autre aspiration qui est celle des indépendantistes de la pleine souveraineté. Je rappelle que nous vivons déjà dans une souveraineté partagée. Nous sommes déjà dans une souveraineté partagée. Là, il s'agissait pas seulement d'aller plus loin, j'aime pas ce terme,
mais de clarifier les choses et de créer surtout une stabilité et de régler le problème du droit à l'autodétermination, qui de toute façon, tant qu'il n'est pas réglé, ne permet pas la sortie du processus de décolonisation et laisse les accords de Nouméa, dans lequel c'est le cadre juridique, mais d'une certaine manière suspendu. Voilà. Bon, donc, mais voilà, tous ces débats permettent d'avancer, même si encore une fois, j'aurais évidemment souhaité un compromis. Là, il fallait un compromis. Avant d'arriver à un accord formel, il aurait fallu encore travailler un tout petit peu. Il y avait quand même cette volonté. C'est pour ça que, quand même, hein, le conclave que nous avons tenu ces jours-ci a duré 3 jours pleins. Et parmi ces 3 jours, 2 soirées, donc après le dîner. Donc on a travaillé. On n'a pas joué aux cartes pour vous faire croire qu'on travaillait. Non, on a travaillé très sérieusement et je veux dire, les repas ont été l'occasion aussi d'échanges, et encore ce matin au petit déjeuner, les uns et les autres parlaient. Bon, voilà, donc je veux le dire, c'est important que vous sachiez que les élus, vous le savez, mais que ceux qui nous écoutent ou nous entendent, nous regardent, nous lisent, vous lisent, se disent, bon, quand même, c'est pas la guerre civile quand on se parle. Donc voilà. Donc j'espère que ce climat, pas naïf, sera présent dans les prochaines heures et dans les prochains jours. Comme j'ai un peu d'expérience, c'est un espoir modéré. Monsieur le ministre, la prochaine étape, c'est donc de renvoyer les Calédoniens aux options pour choisir de nouvelles représentations, donc de nouveaux interlocuteurs pour négocier cet accord. Ça va prendre du temps. Je vous souhaite pas, mais peut-être que vous serez plus là aussi. C'est gentil. Mais est-ce qu'il y a des garanties que les bases que vous êtes venus proposer seront toujours à ce moment-là? D'abord, il est normal qu'il y ait des élections. Ça, c'est parce qu'on ne peut pas prolonger des assemblées qui ont été élues en 2019. Je parle sous votre contrôle. C'est 6 ans déjà. Donc ça, c'est normal. On aurait pu gagner du temps si, quand juridiquement, il aurait fallu bien verrouiller l'affaire, si nous avions eu un accord ou la perspective d'un accord. Nous savions que si nous voulions réaliser cet accord, on avait même parlé de la date du 31 mars. Bon, on est allé un peu plus loin, mais ça veut dire que pour les provinciales, il faudra désormais aller vite, mais encore une fois, c'est au gouvernement de prendre cette décision, j'en référerai. C'est pour ça que le comité du suivi, les acquis que je viens d'évoquer sont importants pour la suite. Soyons précis, avec le gouvernement, avec les provinces, nous allons poursuivre, les communes, nous allons poursuivre au niveau du Haut-Sarria, au niveau de mon cabinet, au niveau de Bercy, au niveau du gouvernement et des administrations, nous allons poursuivre le travail sur les finances, sur les questions de santé que j'évoquais ou sur le nickel. Évidemment, les questions de sécurité, elles sont traitées au quotidien ici. Donc, personne n'abandonne la Nouvelle-Calédonie. C'est parce que ce n'était pas votre question. Nous sommes là. Il y a une continuité. La mise en place d'une mission interministérielle sous l'autorité du chef du gouvernement au ministère des Outre-mer, à mes côtés, mais au ministère des Outre-mer, vise précisément à garantir cette continuité. Voilà. Après, mon sort, vous savez, je veux dire, ça ne dépend pas de moi. Et puis, en tout cas, ce que nous avons laissé là, avec Héritière, c'est important pour la suite. Voilà, et je voulais dire, et tout le travail qui a été réalisé d'une manière générale, et tous les acquis que j'ai évoqués, même s'ils doivent s'insérer pour la plupart dans un accord global. Mais vous avez raison, nous rentrons dans une phase périlleuse, dans une forme de vide. Donc il faut qu'on en arrive à maîtriser l'expression publique, et ce moment-là, je reste inquiet. Hein, je reste inquiet. Je ne veux pas... je veux à la fois rassurer les Calédoniens sur l'engagement de l'État, sur les bases que nous avons déjà fait avancer, mais je laissais lucide aussi sur les risques. Et les risques sont là. Et c'est pour ça que j'avais dit, accord au chaos, en tout cas, il y a un vide. Et ce vide, il faut le maîtriser. Oh, ça, vous me faites rentrer dans un débat. C'est à chacun de le dire. Je le dis à ma manière. Tant qu'on n'a pas réglé,
Vous savez, ça fait partie des débats qu'on a eus depuis des mois qui ne sont pas nouveaux. Tant qu'on n'a pas réglé les conclusions que l'on tire des 3 référendums, qui ont dit non par 3 fois à l'indépendance, je l'ai dit plusieurs fois, même si nous savons que le 3e référendum a vu une abstention massive, notamment des électeurs indépendantistes. Et puis, tant qu'on n'a pas réussi à dépasser le 13 mai, parce que c'est un élément qui a compté, tant qu'on n'a pas réglé, notamment la question fondamentale de l'exercice du droit à l'autodétermination, c'est là, évidemment, l'élément fondamental, et donc qui joue sur le lien entre la Nouvelle-Calédonie et la France. Voilà, c'est là-dessus. Il y a sans doute d'autres divergences, mais c'est là-dessus qu'on bute ce que j'ai appelé, puisque ici on aime beaucoup à chaque fois des expressions ou des nouvelles formules, que j'ai appelé la clé de voûte. On peut se mettre d'accord sur tout, mais il y a la clé de voûte. Alors, certains proposaient une clé de voûte qui était un projet, et puis il y en a d'autres, toujours possibles. Il y a celle que le gouvernement, par moi et par héritière, a proposée. Voilà, elle est là. Juridiquement et techniquement, on va être capable d'organiser des élections provinciales avec un corps électoral gelé malgré les observations qui avaient été faites par le Conseil d'État, malgré la Cour européenne, etc. Il y aura, ça a été dit, c'est pas à moi de le dire, il y aura des recours. Il y a des révisions de listes qui sont en cours. Bon, tout ça, l'organisation des élections obéit à un certain nombre de procédures, tout ça sous l'autorité du ministère de l'Intérieur et du Haut Commissariat. Voilà. Et après, toute révision des listes du corps électoral nécessite de reprendre ce qui a été fait l'année dernière. Moi, je pense que on n'est pas forcément. Je l'ai vu, je l'ai entendu. Pas loin de possibilités. Je sais, c'est un sujet, je ne peux pas le négliger, et j'ai encore vu des citoyens me dire que c'était très dur pour eux de ne pas voter. J'en suis pleinement conscient. Mais il y a eu le 13 mai. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. Oui, vous avez une dernière question pour Le Figaro. Vous avez dit que les esprits n'étaient pas assez mûrs sur place pour votre projet. Est-ce qu'il était également au sein de l'exécutif du gouvernement? Question, est-ce que le projet que vous avez proposé, il faut impérativement qu'il aboutisse avant la prochaine élection présidentielle pour solder, on va dire, ce sujet? Ça, c'est la temporalité de ce point de vue-là. Moi, je ne la maîtrise pas. Je pensais qu'il fallait un accord maintenant. Plus vite il y a un accord, tant mieux. Il fallait un accord maintenant pour les raisons qu'on vient d'évoquer, notamment par rapport aux élections provinciales, mais pas seulement, parce que ça fait quand même... le référendum, le 3e, pardon, a eu lieu fin 2021. Donc le temps passe. C'est vrai que les protagonistes, les partenaires politiques ont en tête, peut-être vous aussi, ça a été dit gentiment tout à l'heure, l'instabilité politique, parlementaire, et, je l'ai dit tout à l'heure, des dates qui, à un moment ou l'autre, approchent, je veux dire, provinciales, je parle de la Calédonie, provinciale, municipale, et puis évidemment présidentielle et législative en 2027. Législative, certains même parfois s'interrogent. Bon, donc voilà, mais ça je ne le maîtrise pas. Il y avait la volonté d'aboutir, oui, avant 2027, mais moi là-dessus, et puis d'autres initiatives peuvent être prises. D'ailleurs, je ne doute pas que les assemblées, le président du Sénat, la présidente de l'Assemblée nationale, qui sont venus, qui s'intéressent beaucoup à la Nouvelle-Calédonie, avec qui j'échange. Je vais être bientôt devant le groupe de contact, le groupe de travail du Sénat, comme je l'ai fait devant l'Assemblée nationale, pour aussi revenir. Il y a la délégation parlementaire qui arrive un an après son dernier déplacement, où elle avait déjà écrit des choses intéressantes sur ce que pouvait représenter, sur les risques avant le vote de la loi constitutionnelle. Donc M. Riemann et M. Gosselin seront avec vous. Bon, donc le Parlement s'intéresse à cela. J'étais très concentré en Nouvelle-Calédonie sur ma tâche. Donc le reste, les bruits, les rumeurs, ça fait partie de la vie politique, mais il faut garder une certaine hauteur de vue et voir loin. Merci. Merci à vous tous et à très bientôt.